Bonjour et bienvenue au livre audio de Ni vous sans moi, ni moi sans vous, par Daniel Mativa, lu par moi, le magnifique Hugo Bertion. Chapitre 7. Le jugement de Dieu. L'advenue d'Iseult atteinte à gel fut triomphale. Comme le jour de son mariage, 3 années plus tôt, on pavoisa les rues de draps précieux. Le pavé fut recouvert de tapis et de pétales de fleurs. Les cloches de l'église sonnèrent et, tout au long du parcours, ce ne furent que des cris de joie, appels de trompe et chansons accompagnés à la vieille, la cornemuse et la harpe. La seule personne qui ne riait pas dans cette foule en liesse, c'était Iseult elle-même. Iseult divinement belle sous sa guimpe serrée par un bandeau d'or. Iseult qui passa Tristan sur le dur chemin de l'exil. Or, Tristan, loin d'avoir franchi les frontières du royaume pour voguer vers les terres des barbares du nord, ne s'était en fait éloigné que de quelques lieues. Un obscur pressentiment lui dictait de retarder son partement et de vieillir encore un peu sur Iseult sans que celle-ci en eût connaissance. Il avait trouvé refuge chez un forestier du nom d'Ori qui l'hébergea dans sa hutte et elle apportait à la reine un message la prévenant qu'il différait de quelques jours son départ définitif afin de s'assurer qu'elle ne soit pas victime de quelque traîtrise. Pendant ce temps, la vie avait repris à Tintagel et Iseult, bien qu'elle s'ennuyât à mourir, avait accepté de reprendre son rôle de reine. Il faut dire qu'elle ne quittait guère la chambre des dames, où elle avait de longues conversations avec Brangin, qui ne cachait pas sa joie d'avoir retrouvé sa maîtresse. Ensemble, elles avaient entrepris de tisser une belle et grande tapisserie représentant une dame un peu triste qui se regardait dans un miroir sous l'œil d'une magnifique licorne. Iseult s'ennuyait, mais elle ne se plaignait pas, d'autant que le roi Marc n'était jamais là. Le jour, il chassait, et le soir, il s'endormait sitôt couché, car le souverain avait vieilli, il avait grossi et buvait un peu trop, si bien qu'il n'était pas capable d'honorer sa femme. 1 ou 2 fois, bien sûr, il avait essayé. Elle avait ouvert les cuisses, résigné. Il avait besogné sans succès. Depuis, elle se contentait de lui caresser un sein en public ou de l'embrasser sur les lèvres, juste pour rappeler à tout le monde que c'était la sienne. Cet arrangement convint à Iseult, qui, elle, faisait l'amour en rêve en pensant à Tristan. Le roi Marc était donc à la chasse et ce jour-là, il avait amené sur son poing ganté un tout nouveau faucon cadeau du roi de Danemark, un superbe volatile, coiffé d'un chaperon de cuir garni de perles et paré de plumes d'oiseaux de paradis. Soudain, une alouette, effrayée par les cris des chiens, s'envola juste devant son équipage. Il décapuchonna aussitôt son oiseau et le libéra. Le rapace prit de l'altitude à vigoureux battements d'ailes. Il tournoya en planant un moment. Puis, il fondit sur la proie qu'il ne fit que blesser. L'alouette meurtrie vint se réfugier entre les pattes du cheval de Marc, alors que le faucon volant en rase-motte s'apprêtait à l'achever. Le roi, d'un ordre bref, le ramena sur son poing et le retint par les lacets de cuir noués à ses serres. Frustré, le rapace agita ses grelots et poussa des cris perçants. Le comte Cariado, qui assistait à la scène, s'avança à cheval. « Pourquoi rappelez votre faucon, beau sire ?» Visiblement contrarié, le roi Marc répondit sur un ton cassant. « Parce qu'il a mal fait son travail de faucon. Il n'a pas tué cet oiseau proprement. Le laisser harceler, déchiqueter cet oiseau sans défense n'est pas digne d'un faucon royal. D'ailleurs, prenez-le, comte, je vous l'offre. À vous, je suis sûr qu'il conviendra parfaitement. » Le comte Cariado ne comprit apparemment pas cette leçon, car, tout comme le faucon, il ne tarda pas à revenir attaquer en parole la proie qui, jusque-là, à son grand dame, lui avait échappé, la reine Iseult. Avec sa sournoiserie habituelle, le félon lança son attaque. « Sire, ne pensez-vous que la situation de Dame Iseult doit être bien dure à supporter? »« Comment cela? »« Eh bien, noble roi, il y a peu vous la condamnant à brûler vive, et maintenant vous la reprenez comme épouse, sans que son honneur ait été levé par quiconque, ni sa cause entendue en justice. N'oubliez pas que d'aucuns la tiennent quelque peu pour sa sorcière. »
Par exemple, on s'étonne qu'elle n'ait point encore enfanté un fils. L'eau remarque fit un geste impatient comme s'il chassait un insecte importun. Comte Cariadon, qu'allez-vous cesser d'attaquer la reine Iseult si vous doutez de son innocence? Pourquoi la semaine passée ne relevâtes-vous pas le défi lancé par mon neveu? Votre arme contre ma femme me déplaît et me semble de plus en plus suspecte. Remerciez le ciel que vous apparteniez à mon lignage, sinon... Cariado sentit dans cette phrase rester en suspens grandir l'ombre d'une menace. En imagination, il se vit déjà dépouillé de cet air, ou pire encore, le crâne défoncé par le neveu du roi, soudain revenu de son bannissement. Pitié inquiet, le teigneux ennemi de Tristan se confondit en excuses et préféra se mêler aux autres chasseurs qui, un peu plus loin, suivaient en sifflant et en criant le balai aérien des rapaces et le jeu cruel de la mise à mort des grands hérons abattus dans une frénésie de coups de bec et de plumes arrachées. Ce jour-là, Lauramac, contrairement à son habitude, fit sonner la fin de la chasse vers midi et Zeut fut surprise de le voir revenir de si bonne heure. Dès qu'il entrait dans la chambre, elle abandonna sa tapisserie, se leva et s'inclina avec respect. Elle le débarrassera ensuite de son épée et lui ôta ses chausses. Le roi lui prit les mains et la força à se redresser. Iseult remarqua son visage fermé et son regard rempli de colère. « Monseigneur, qu'y a-t-il? Vous êtes fâché? » Il haussa les épaules et écarta d'un coup de pied Usdan, le chien qui ne quittait jamais Iseult. Devant tant d'animosité, la reine sentit son cœur se glacer, persuadée que Tristan venait de tomber aux mains du roi, qui allait sans doute le mettre à mort. Elle devint toute pâle, et tout à coup, elle s'évanouit. Lauramac la prit dans ses bras et la monta dans la chambre où Brangin lui fit sentir des sels pour la raminer. Quand elle ouvrit ses beaux yeux bleus encore remplis d'effroi, le roi lui demanda « Êtes-vous malade, mamie? Voulez-vous que je vous envoie un de mes myrrhes? » Elle refusa en secouant la tête avant de soupirer. « Ah, je vis dans la peur, monseigneur. Je suis sûr que dans mon entourage, on aurait encore médit de moi. » Elle vit que le roi Marc ne répondait pas et poursuivit. « Oui, c'est bien cela, n'est-ce pas? Des félons ont déjà répondu des méchantises à mon sujet, et vous les avez crus. » D'un geste brusque, Iseult déchira sa robe, découvra ses épaules et le haut de sa poitrine. Puis, tout en pleurant, elle fit mine de vouloir s'arracher les cheveux par les poignets. « Existe-t-il femme plus infortunée que moi dans ce monde? Ma famille est au loin. Tristan aussi, et vous-même n'avez point confiance en moi. Vos barreaux n'arrêtèrent pas de me chercher noise. » Le roi Marc protesta. « Au contraire, mamie, j'ai fait taire ces caquettes perfides. Mais elle revient droit à la charge encore et encore. Quelle méchanceté encore inventée cette fois. » Le comte Cariado, puisqu'il s'agit de lui, a dit que tant que vous n'aurez pas subi de procès, on pourra croire que vous êtes coupable et que je vous protège par faiblesse. « Eh bien, je vais être jugé. »« Avez-vous perdu l'esprit? »« Point du tout. Toutefois, cela se fera à mes conditions. » Assommé par la nouvelle, le roi se laissa tomber de toute sa masse dans le grand fauteuil à dossier sculpté où il avait l'habitude de s'asseoir près de la cheminée. Iseult le toisa comme seul sait le faire une femme offensée qui se rebelle. « Cela se fera dans 10 jours. »« Vous n'y pensez pas, » se désola le roi, la tête dans ses mains. « Que si! Et vous convaincrez tout le bain et l'arrière-bain de vos chevaliers, afin que tous les hypocrites et les menteurs de ce pays soient présents, en particulier vos mauvais conseillers. Vous inviterez aussi le roi Arthur, votre voisin, ainsi que le chevalier de l'ordre de la table ronde. Si le jugement de Tristan me blanchit de toute mon accusation, je saurai me défendre contre la racaille qui vous entoure et qui a juré ma perte. » Honteux, Lauramac baissa un peu plus sa tête, mais au très fond de lui-même, elle n'osait s'avouer que cette décision, aussi surprenante fut-elle, le soulageait et même l'accommodait parfaitement à son caractère où l'orgueil et la lâcheté livraient un combat incessant. Le lendemain, Lauramac fit proclamer la nouvelle par ses héros et envoya un messager à la cour de Carduel afin d'inviter Arthur et ses gens comme témoins du procès et garants de son équité absolue. Iseult, de son côté, ne resta pas, elle non plus inactive.
Elle croyait en la justesse de Dieu, mais en femme intelligente, elle savait également que la ruse est le grand levier de toutes les affaires humaines. Elle confia donc à Brangin le soin d'aller informer Tristan et, comme la fidèle Messine n'aimait guère s'aventurer seule dans les bois, elle ordonna au brave Usidan de l'accompagner et de veiller sur elle. Brangin quitta le château aux petites heures du matin, monté sur une mule tintant à chaque pas de tous ses grelots d'argent précédés du levrier de Tristan, tout heureux de se dégourdir les pattes. Vers 11 heures, elle atteignit enfin la forêt, sans toutefois trouver la hutte du forestier Ori. Plein d'appréhension, elle erra au milieu des arbres de haute futaille quand, soudain, au détour d'un sentier, elle se retrouva face à face avec un chasseur qui achevait de creuser une fosse à loup. Elle l'interpella et le reconnut dès qu'il leva la tête. C'était le rabatteur qui avait découvert Tristan et Iseult endormis et avait reçu un bourseron de 100 marques d'argent pour avoir prévenu le roi. Il n'y avait pas de doute possible. Elle se souvenait très bien de lui Il s'en souvenait très bien de lui pour l'avoir entendu se vanter sans cesse de son exploit dans les communs du château, où il passait son temps à vider force pichets de vin et à trousser les garcelettes des cuisines. Il salua Brangin en s'empoignant à la braguette de manière obscène. « Bonjour, ma mignonne. C'est moi que tu cherchais, tu m'as trouvé. » Brangin talonna Samuel et avertit l'homme qui parait le chemin. « Écarte-toi, peinard puant, ou il t'en cuira. » Mais l'homme, au lieu de prendre cet avertissement au sérieux, prit Brangin par la taille, chercha à l'embrasser sans prendre garde au lévrier qui, tapis sur le sol, le poilercé, s'était mis à grogner sourdement. Ensuite, les choses se passèrent avec la rapidité de la flèche qui se décroche. D'un bond, Usidan sauta à la gorge de l'intrus qui tomba à la renverse. La lutte fut aussi brève que féroce. Le sang gicla. L'homme eut quelques convulsions, et ce fut tout. Brangin descendit de sa monture. Elle releva le bord de sa robe et du bord du pied tâta le corps. Il était bien mort. Alors, avec l'aide de Usidan qui tira à pleine mâchoire sur les habits du voleur, elle fit basculer le corps au fond du piège à loup qu'elle recouvrit de branchages. « Bon voyage en enfer, espèce de coq-fredouille! » ajouta-t-elle. Sur ces entrefaites, Tristan et Ori, alertés par les aboiements de Usidan, sortirent des fourrés. Tristan prit la mule par la bride et flatta son chien en lui caressant la tête. « Brangin, c'est toi! Que fais-tu ici? » La servante lui narra quelques mots, tout ce qui était arrivé à sa maîtresse. « Et que veut-elle de moi? » demanda Tristan. « Elle vous demande que sur des jours à sixte précise, vous vous rendiez au Malpâtre dans la Blanche-Lande. Elle veut que vous y soyez déguisé en mendiant et que vous onniez avec cet onguent qui vous donnerait une figure idieuse comme celle d'un pestiféré. » Tristan n'en demande pas davantage. Tu diras à ta maîtresse que je lui oublierai en tout point, même si j'eusse préféré en découdre avec mes ennemis l'épée à la main. Au jour et à l'heure dit, Tristan arriva donc au Malpas, dans l'accoutrement que lui avait recommandé Iseult, dissimulé sous une chape de bure grossière décorée de coquilles Saint-Jacques, les pieds émaillotés dans des chiffons, la sébile à la main, le visage passé au brou de noix, et rendu pustuleux par l'onguent que lui avait apporté Brangin, il avait vraiment l'air d'un pauvre air de retour d'un pèlerinage lointain. Il lui resta à savoir quel était le plan ourdi par Iseult. Le Malpas était un horrible bourbier qui s'étendait dans un des bras morts de la rivière Fall, et qu'il fallait traverser en empruntant d'étroits passages faits de planches posées sur des fascines pour atteindre l'eau vide et, plus loin sur l'autre rive, la lande où Iseult devait être jugé devant Dieu et devant les hommes. Quelques écus et quelques pages chargés de dresser les pavillons et les tentes des nobles invités se trouvaient déjà sur les lieux, piétinant dans la vase et cherchant en vain un terrain moins spongieux pour faire passer chariot et bagages. Installé bien au sec sur une terre surplombant le marais, comme une aile au milieu de cette mer de boue, Tristan agitait son écule de bois au passage de chaque domestique. « La charité, brave gens! Une petite pièce, s'il vous plaît! Rien qu'une petite pièce pour un pauvre pèlerin qui a fait route de Saint-Jacques-de-Compostelle à genoux et est revenu sur ses deux béquilles. Quelques-uns s'arrêtaient effectivement pour lui faire l'aumône. D'autres, au contraire, le souffletaient
l'insultait ou lui allongeait des coups de poing en l'injuriant. Vers la fin de la matinée arrivèrent les premiers chevaliers. « Par ici ou par là? » demandait-il à Tristan en embrassant du regard la cloaque à franchir. Selon leur chécheté ou l'estime qu'il avait pour eux, Tristan leur indiquait la bonne direction ou, au contraire, prenait plaisir à les fourvoyer et à les voir s'enliser en crottant leur bohemie, habits d'apparat. Arriva le roi Marc en personne. Lui aussi fut facilement dupe du stratagème et fit même le temps de s'arrêter pour dialoguer avec celui qu'il prenait pour un authentique mort de faim. « Ho, ho, ho! Dis-moi, mon brave, d'où viens-tu? Et qui t'a réduit ce triste état où je te vois? »« Je suis breton, sire, et tous mes malheurs viennent d'une femme que j'ai trop aimée. »« Et comment s'appelait cette donzelle? »« La belle Iseult. » Le roi Marc éclata de rire et jeta une pièce d'or à Tristan. Puis il se tourna vers ses barons en s'exclamant « Elle est bien bonne! Vous avez entendu ce drôle? » Que le roi eut traversé le pas sans trop d'encombre, se présentant un dernier contingent de seigneurs à la tête duquel se trouvait l'infâme comte Cariado. Tristan l'identifia tout de suite son ennemi et ne put résister à l'envie de lui jouer un mauvais tour. « Oh là, manal » lança Cariado. « Montre-moi le chemin. »« Allez tout droit » lui conseilla Tristan en souriant sur ses oripieux de go. « Plusieurs sont passés par là sans même s'enfoncer le sabot de leurs chevaux. Allez-y sans crainte. Donnez de l'éperon. » Mais à peine le comte eut-il avancé son palefroid de 10 pas que celui-ci s'était déjà enfoncé jusqu'au jarret. Quelques enjambées et l'animal eut encore de la fange jusqu'au ventre. Cariado avait beau élaborer les flancs de sa monture jusqu'au sang. Plus il s'avançait, plus il s'enlissait. Tant et si bien qu'au moment donné, son cheval désespéré donnait un coup de rein si violent pour s'arracher de la vase que le comte fut désarçonné. Cariado hurla « À l'aide! À l'aide! » Tristan fit semblant effectivement de vouloir lui porter secours. Il lui tendit une de ses béquilles, Cariado s'y accrochant, mais Tristan, au beau milieu de l'effort, lâcha tout, si bien que le comte s'avala de tout son long dans la boue, gâcha complètement sa belle tunique brodée et sa chape de petit gris. « Maudit sois-tu, grand Sator! Pourquoi tu cesses de tirer? » Feignant l'humilité et l'impuissance, Tristan s'excusa. « Ce n'était pas ma faute, monseigneur. La maladie m'a rongé les muscles et cruché les doigts. Je n'ai plus de force. » Sur la rive d'en face, la foule qui avait commencé à se réunir n'en manqua pas de se gausser du comte qui, rouge de confusion, dut s'en retourner à teinte agile pour changer de vêtements. L'instant fut vite oublié car, à ce moment-là, Iseult fit son apparition. Tout le monde se tut impressionné par le spectacle. Montée en Amazone sur une jument blanche, la reine portait une cotte du soie de Bagdad et ses tresses blondes galonnées de rubans dorés étaient remontées en couronne sur son front. Du bord opposé à la rivière, le roi Marc lui cria « Attendez, madame, je vous envoie une barque et un nommé chevalier pour vous prendre. Prenez garde, l'endroit est périlleux et la vase traîtresse. » Iseult sauta à bas de sa monture qu'elle frappera dans la paume. Le jument partit ou trop à travers le bourbier qu'elle franchit à par pont et en trébuchant quelques reprises. Iseult remplaça les plis de sa gonelle et redressa le buste fièrement. Puis elle apostropha Tristan comme si elle s'adressait au dernier de ses rustres. « Toi, le mendiant, viens ici. » Tristan joua au jeu. « Moi, madame? Que voulez-vous? »« Je ne veux pas salir ma robe. Porte-moi sur mon dos jusqu'à la barque que tu vois là-bas. »« Ma reine, je veux bien. Mais ne craignez pas que je vous contamine. Vous voyez, je suis couvert de vilaines plaies. Si Dieu est de mon côté, il sert à me préserver de ton mal. Allez, approche. » Tristan était lui aussi très bon comédien. Appuyé du bras gauche sur une de ses béquilles, il vint vers Iseult en claudiquant et courba le dos. Iseult, elle, releva les bords de son vêtement et monta un califourchon sur son dos, sans perdre le moins du monde son assurance et son port de grande arme. « Allez, avance, Moreau! Oudia! » Tristan se mit en route en passant d'un ponceau à l'autre, sautant des cailloux en tronc mort pour ne pas trop s'enfoncer.
En même temps, pour donner bonne mesure aux spectateurs, il prit bien soin à 2 ou 3 reprises de feindre qu'il ployait sous le fait ou manquait de perdre l'équilibre. Bref, il fut si convaincant que non seulement personne ne se doutait de son vraie identité, mais encore tout le monde l'acclamait lorsqu'il déposa Iseult saine et sauf dans la barque envoyée par le roi. Toujours aussi maîtresse qu'elle-même, Iseult ôta le fermail qui retenait son manteau et fouilla dans son aumônière dont elle tira une marque d'argent qu'elle laissa tomber dans la sébile de Tristan. « Tiens, l'homme, voici pour ta peine, va maintenant, je n'ai plus besoin de toi. » Tristan releva légèrement son capuchon. Les deux amants échangèrent un regard qui dura le temps que l'embarcation s'éloigne. Quand la barque s'accosta, le roi prit la main de la reine et la conduisit à son pavillon. Le roi Arthur, Gauvin, Lancelot et toute la cour étaient là également, réunis dans une profusion de casques dorés, de cottes d'armes armoirées, de pelisses fourrées et de robes multicolores étincelantes de pierreries. Iseult les salua, accordant aux uns un sourire, aux autres un petit coup de manteau à peine poli. « Je suis prête !» dit-elle. 4 cuisses étendirent à ses pieds un blanc suaire de Syrie sur lequel une armée de serviteurs vinrent l'un après l'autre déposer toute une collection de reliquaires de chasse et de crucifixes contenant les ossements des saints les plus vénérés de la contrée. Le roi Marie demanda à Iseult: « Madame, êtes-vous disposée à prêter serment? » Imperturbable, Iseult répondit: « Je le suis. » En se disant, à geste lent, elle commença à se déshabiller. Elle retira d'abord ses bijoux qu'elle jeta avec dédain aux gens du peuple qui, eux aussi, étaient venus assister au jugement. Elle ôta ensuite sa robe et sa ceinture, dénoua ses tresses et continua ainsi jusqu'à ce qu'elle retrouve en chaînes, bras et pieds nus. Puis elle s'étendit la main droite au-dessus des saintes reliques et prononça les paroles rituelles. « Je jure de dire devant la vérité devant Dieu et par tous les saints que la terre s'ouvre et que je brûle en enfer si je mens. » À quelque distance de là, on avait placé une épée dans une sorte de brasseau. La lame plongée dans les braises ardentes avait chauffé si longtemps que de rouge qu'elle était au début, elle avait viré presque au blanc. Iseult se plaça devant le chaudron ardent. Sans hésiter, elle plongea son bras nu au milieu des charbons incandescents et en sortit l'épée qu'elle brandit à 2 mains au-dessus de sa tête en proclamant haut et fort: « Roi de Cornouailles et de l'Ogre, je jure que jamais homme ne mis entre mes cuisses, excepté mon époux et ce pauvre bougre qui tantôt m'a pris sur son dos. Que Dieu me juge si je ne dis pas la vérité. » Puis, comme le voulait la coutume, elle fit 9 pas en avant et jeta l'épée fumante. À droite et à gauche, des cris d'admiration éclatèrent dans l'assistance. Quelques pleurs aussi. Iseult, elle, demeurait parfaitement calme, le visage figé dans une immobilité indéchiffrable. « Qu'elle montre ses mains! » cria quelqu'un. « Oui, qu'elle les montre! » reprit plusieurs autres voix dans la foule. Alors, dans une geste théâtrale, Iseult croisa les bras sur sa poitrine et, brusquement, elle exposa ses paumes à les vues de tous. La chair était intacte d'une blancheur non équivoque. « Dieu a parlé! L'affaire est jugée! » s'exclama le roi Arthur. « L'honneur de Dame Iseult est lavé! Nul ne pourra plus douter de sa franchise et malheur, et qui osera désormais s'attaquer à lui, car tous mes chevaliers ici présents se feront ses champions. Que le Seigneur soit louangé! Gloire à Dieu et béni soit la reine! » approuva le peuple à grands cris. Le roi Marc se jeta en tour aux pieds d'Iseult. « Me pardonnez-vous un jour d'avoir douté de vous? Demandez-moi ce que vous voudrez, je vous l'accorderai. » Iseult embrassa du regard de tout l'assemblée des hommes d'armes, des barons et des petits gens comme si elle voulait les prendre à témoin. « Ce que je veux un don en blanc. Je veux que vous me promettiez d'exaucer n'importe quelle demande que je pourrais faire un jour. »« Je vous l'accorde bien volontiers, mamie, » lança le roi Marc en souriant. De nouveau, le peuple manifesta bruyamment sa joie et tous les chevaliers donnèrent l'accolade. Seul le comte Cariado resta ici, ruminant son échec en s'effroyant une fois de plus d'un pas à tirer sur lui les foudres royales.